des pays africains. Donc Nicolas Charbonneau, c'est un plaisir de le recevoir puisque d'habitude, nous avons l'habitude de recevoir Survie. D'habitude, nous avons Monsieur Coutoyer, Samuel Coutoyer. Donc ça sera un nouveau discours, surtout le discours d'une personne qui a vécu au Burkina Faso et qui a traversé le continent africain en vélo. Bravo. Donc voilà, de Cap Town à Dakar. L'association Survie, vous en avez des traces au sein de notre centre de documentation puisqu'on est abonné à la revue Billets d'Afrique. Donc si vous voulez connaître un peu plus leur travail, leur site est très très bien fourni et vous pouvez bien sûr consulter, c'est juste à côté de mon bureau, la revue Billets d'Afrique. Alors moi je présente la conférence en fait et je présente Nicolas Charbonneau puisque les notions de France-Afrique sont très importantes pour moi puisque je suis principalement d'origine comorienne. La France-Afrique on connaît, le franc CFA on connaît. La déstabilisation militaire, on connaît. Militaire et politique. Bob Dinard, on a grandi avec. Donc voilà, je laisse le micro à Nicolas qui parlera de ce sujet bien mieux que moi. Merci encore. Alors bonsoir. C'est toujours un peu intimidant de faire des conférences. Je suis pas Bac plus 25, j'ai pas fait de thèse, je sais pas quoi, je suis juste un citoyen qui s'intéresse un petit peu à la politique française en Afrique. Et donc on m'a demandé un petit peu de présenter le déroulé de la séance là. Donc l'idée c'était un petit peu de me présenter. Bon, je trouve que ça fait un petit peu... c'est orgueilleux, bon, ça fait partie du truc, bon, je vais faire ça assez rapidement. Ensuite présenter Survie. Ensuite, définir un petit peu avec vous, faire un peu un très rapide historique de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique, malheureusement, si on fait pays par pays, on pourrait prendre des heures et des heures, on n'a toujours pas fini d'en parler. Mais là, on va essayer de se contenter d'une petite heure pour laisser un peu de place aux questions quand même. Donc on fera un petit historique de la France-Afrique. Ensuite, on fera un focus sur le Niger. Alors, il y a plein de pays, malheureusement, on aurait pu faire des focus où on voit vraiment concrètement comment la France s'est impliquée ces 50 dernières années. Ça aurait pu être les Comores, mais bon, là, ça sera le Niger. Et ensuite, je voulais un peu qu'on parle ensemble, c'est un peu moi qui parlerai, mais on pourra en revenir après quand même, sur la notion de l'aide, puisque c'est un petit peu votre futur métier, ou votre métier, je ne sais pas exactement le parcours de chacun. La notion de l'aide et après un petit focus sur la famine au Niger en 2005. Et après une très brève conclusion et on pourra échanger de plein de sujets. Là en une heure forcément j'aurai pas le temps d'aborder des sujets un peu qui pourraient être d'actualité comme la guerre au Mali ou le sommet Afrique-France à Bamako qui a eu il y a 3 semaines ou la guerre en Côte d'Ivoire, enfin le géopolitique du Sahel ou je sais pas quoi. Mais ça sera un petit peu selon vos envies, on pourra aborder différents sujets. Donc je m'appelle Nicolas Charbonneau, j'ai 33 ans et pour la première fois j'ai mis les pieds en Afrique à 18 ans. J'avais fait un espèce de chantier humanitaire, là, les trucs où on va construire une école. J'ai 18 ans, pas une grande conscience politique. Et je pensais que j'allais sauver l'Afrique. Hein. Et finalement, c'était pas construire une école, c'était la maison de fonction du directeur de l'école. Quand je suis arrivé, c'était le bordel, c'était très mal organisé. Le chef de chantier ne savait même pas que j'arrivais. Mais c'était pas grave, j'ai pu vivre quelques semaines dans la brousse africaine. La brousse ivoirienne, c'était dans un petit village. Et c'était génial. Et là, je rencontre une blanche qui était adhérente de Survie et qui me parle comme quoi la France n'aurait pas fait que sauver l'Afrique ou aider l'Afrique ou sauver la veuve et l'orphelin. Et là je tombe un peu des nues, je fais pas quoi, comment et tout, j'étais surpris. Bon, ok, donc ça m'avait quand même pas mal perturbé et après quand j'étais revenu je m'étais un peu documenté, accessoirement j'avais aussi adhéré à Survie. Et puis quelques années ont passé, j'ai fait un UT de génie civil, j'ai fait mon stage de fin d'études à Madagascar pendant 5 mois. C'était dans une... c'était pour rénover un pipeline pour un peu les logistiques pétrolières.
Donc c'était aussi intéressant de voir comment ça se passait. À chaque fois, il y avait une marée noire, à chaque fois qu'il y avait un approvisionnement de pétrole dans les petites villes où le pétrolier capotait. Et bon, c'était intéressant. Enfin, professionnellement, c'était hyper intéressant, mais parce que je me retrouvais petit blanc à 20 ans, 21 ans, à gérer, enfin, c'est pas moi qui gérais, mais j'étais quand même surveillant de chantier, enfin, j'avais quand même énormément de responsabilités, j'en aurais jamais eu, il y avait 150 personnes sur le chantier, alors que quand en France tu fais un stage de 5 mois, t'es un petit, on donne la paix et la pioche, quoi. Donc par la pigmentation de ma peau, on avait pas mal de responsabilités, et des fois ça avait tendance à monter un peu à la tête. Donc, je suis pas plus malin qu'un autre, mais déjà le fait de se poser des questions, ça permet déjà de dégonfler un peu ce phénomène. Mais vous, ça vous arrivera sûrement aussi de se retrouver en Afrique où on est pris pour un demi-dieu qui sait forcément les choses, alors que non. Et donc il y a des fois c'est assez particulier. Donc ensuite, bon bref, je reprends une licence maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Après, j'en avais marre, je vais faire un petit voyage de 6 mois. J'avais bossé 2 mois dans une petite ONG au Népal sur la promotion de systèmes solaires. Et après, je suis parti, donc 10 mois, essayer de traverser l'Afrique plus ou moins en vélo. Enfin, j'avais un peu mal aux genoux, donc j'ai pas fait tout à vélo, mais bon bref. Je suis arrivé à Cape Town et puis je suis remonté pendant 10 mois et j'avais appelé ce projet Africologie à vélo. Et c'était un peu rencontrer des Africains, mais aussi des acteurs environnementaux, mais aussi des militants un peu politiques, pour tout au long du voyage, pour essayer d'avoir une trame. Et alors le vélo, je vous conseille, c'est génial. Si ça crée une sympathie avec les gens, et partout où on va, le soir, il n'y a aucun problème pour avoir l'hospitalité. Donc je m'arrêtais, je demandais l'hospitalité au chef du village, que j'ai reçu 100% à chaque fois. Et puis c'était assez formateur, notamment au Congo-Kinshasa, c'était assez particulier de voyager. Tu peux picoler, tu te retrouves avec un militaire qui est complètement bourré, qui te crache à la gueule et qui veut t'extorquer 100 $. C'est toujours un petit peu compliqué, mais ça apprend aussi pas mal de choses. La gestion un peu de l'humain. Et donc, pour l'anecdote, je rentre chez moi, mes parents étaient partis en vacances, et là, je rentre un peu avant midi, et ma voisine me dit « Ah bah Nicolas, ça va et tout, c'était bien ton voyage, ouais, c'était cool. » Et « Ah bah je t'aurais bien invité, mais j'ai pas prévu assez à manger. » Putain, ma voisine, elle me connaissait depuis plus de 20 piges. Et elle arrive, elle m'a même pas proposé à manger, alors qu'il y avait plein d'Africains qui se mettaient au milieu de la route pour m'inviter à partager le repas avec eux, pour qu'on discute et tout ça. Enfin, j'avais été... Enfin, je m'en foutais, il y avait bien des conserves qui traînaient, mais c'était le geste de ma voisine qui m'invite pas à manger, alors que... Alors, je ne vais pas rentrer dans le cliché, tous les Africains vous invitent à manger et tout ça, mais il y a quand même... l'hospitalité africaine, c'est pas petit, quoi. Après, bref, je reprends un master d'énergie solaire à Perpignan, très belle ville, et puis mon stage de fin d'études, je le fais au Burkina Faso, à Ouagadougou, au PNUD. Alors le PNUD, je pense que vous savez tout ce que c'est, pour les Nations Unies pour le développement. Et en plus, c'était sympa pour y aller, j'avais pas envie de prendre l'avion, donc j'étais descendu par l'Algérie et le Niger. C'était assez chouette. Et par contre, le stage était beaucoup moins intéressant. Enfin, je voulais faire un truc dans une grosse organisation pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Je n'étais pas déçu. J'avais fait un stage qui était assez pas très intéressant, j'avais pas une mission très précise. Enfin, moi, pendant un temps, je voulais essayer de faire une thèse sur les politiques énergétiques des pays sahéliens pour essayer d'imaginer des scénarios, un peu comme le scénario Négawatt, comment sortir du nucléaire et proposer de l'électricité à tout le monde en sachant qu'il y a des gros problèmes d'électricité dans les pays. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait, et mon stage, c'était pas trop mal passé, enfin j'ai quand même failli me faire virer à la fin, parce que j'avais croisé par hasard la grande directrice du PNUD dans l'ascenseur, et puis elle m'a dit, bah alors ça se passe bien votre stage? Je lui ai dit, bah oui, mais il y a quand même pas mal de choses que je trouve choquantes, les gros 4x4, les frais de siège, le salaire des consultants, et accessoirement, quand on est étudiant, et on veut faire un stage aux Nations Unies, on n'est pas payé, ni même indemnisé. Donc moi, tout le voyage, c'était pour ma pomme, quoi. Et donc finalement, un des bons moyens pour être recruté dans les Nations Unies, c'est quand même de faire un stage avant. C'est pas le seul moyen, mais c'est un bon moyen. Et finalement, qui c'est qui peut se permettre un stage non rémunéré? C'est un peu les fils de riches. Et qui c'est qui pense au développement pour les pauvres? Dans le cas des Nations Unies, c'est plutôt les fils de riches. Et le bilan des 50 dernières années est assez mitigé. Donc ça m'avait un peu agacé, mais c'était quand même intéressant.
Après, bon, bah, j'avais plus de thunes, il fallait que je rembourse mon emprunt étudiant. Donc, je suis allé travailler 2 ans à Saint-Nazaire, avec l'ADEME, le Conseil Info Énergie, enfin bref, c'était pas par rapport aux politiques africaines. Mais moi, je voulais retourner, et après, je suis parti avec ma copine, qui est toujours ma copine, et on est parti 3 ans et demi au Burkina Faso. Donc pareil, par la route, en stop et tout, c'était assez route. Bon, elle aimait bien, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi route, mais finalement, elle s'était très bien adaptée, et c'était chouette. Puis en plus, à force de faire pas mal la route, je sais pas, j'ai fait 4 ou 5 fois, j'ai pas mal d'amis aussi militants sur la route, donc c'est assez agréable de s'arrêter à Nouakchott, à Dakar, à Bamako, dans différents coins, donc j'adore faire la route. Et enfin, l'université, c'est aussi sur les routes, enfin, il y a plein de choses qu'on apprend et qui sont très agréables, et après, il faut avoir le dos un peu costaud. Mais je suis arrivé donc à Ouagadougou avec un peu de fric sur mon compte, enfin, pas énorme, et l'idée c'était de lancer une fabrication de foyers améliorés pour diminuer la consommation de bois, donc monter un atelier. Finalement, ça a été un fiasco complet, on ne peut pas le dire comme ça, mais bon, je n'étais pas le roi du pétrole, c'était pas le but non plus. Et en fait, les foyers améliorés, ça pourrait être un grand débat, c'est pas le moment, mais ça coûte trop cher par rapport. Les gens qui ont du fric, ils cuisinent au gaz. Et ceux qui n'ont pas de fric, ils cuisinent sur 3 pierres avec un rendement de combustion qui est nul, mais ils n'ont pas le fric pour acheter un truc à 20 €. Et tu veux essayer de faire un truc qui est costaud, qui tient un peu en payant dignement les gens, bah finalement c'est compliqué. Donc après, je me suis plutôt orienté sur les panneaux solaires, photovoltaïques, des réparations d'installations. J'ai essayé de lancer un business de dépoussièrement des panneaux solaires. Souvent en fait il y a tellement de vent que les panneaux sont pleins de poussière et ils ne marchent plus. Donc, et vu qu'il pleut juste pendant 4 mois de l'année, le reste du temps les batteries se fatiguent et tout. Donc bref, j'ai bossé un peu là-dessus, sur le séchage solaire, sur l'eau chaude solaire. Et c'était cool, mais en même temps, au bout d'un moment, tu te retrouves pour trouver du boulot, faire vivre les gars à l'atelier. C'est chaud, donc il faut trouver des marchés, et là je me retrouvais quelquefois à aller, je me suis pas retrouvé, une fois je me suis retrouvé à aller mettre des panneaux solaires sur les belles maisons de Ouaga 2000. Ouaga 2000 c'est un peu le Beverly Hills ouagalais quoi, mais quand on se balade là-bas c'est un truc de fou quoi. C'est comme tu te retrouves dans les monts d'or. C'est les beaux portails et tout. Alors tu sais pas toujours comment les gens gagnent leur argent, donc bon, je me suis dit si c'est continuer pour travailler, enfin ça m'intéressait pas de continuer dans cette voie-là. Et puis ma copine en avait un peu marre aussi, donc c'était le moment de rentrer. Et donc je suis rentré il n'y a pas longtemps, et me voilà devant vous. Alors, maintenant si je présente Survie un peu plus... L'association Survie, donc il y a plus de 20 ans, qui a été longtemps présidée par François-Xavier Verschave, que certains connaissent ici. Et donc c'est un peu la notion de France-Afrique. Alors je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la France-Afrique, enfin, on a toujours un peu une image, bon, des fois on pense à Charles Pasqua, je crois que ça se comprend. Mais c'est pas que la mafia corse non plus, c'est un peu tous les liens entre les liens plus ou moins occultes entre la France et l'Afrique. Il y a souvent cette image de l'iceberg, où il y a 10% qui sont plus ou moins avouables, et 90% qui sont bien cachés, ou justement qu'on ne met pas trop au devant de la scène. Et donc Survie travaille sur 3 axes. Le premier, c'est donc l'analyse de la France-Afrique, historique et actuelle. Donc actuelle, c'est justement notamment la parution de ce journal qui s'appelle Billets d'Afrique et d'ailleurs, qui est un mensuel. Il y a aussi pas mal de production de livres, et aussi des communiqués de presse, on va essayer d'organiser dans les différents groupes locaux. Les 25 groupes locaux, des actions liées à la France-Afrique, il y a à peu près 1500 adhérents. Et le deuxième, c'est le génocide du Rwanda. Donc il y a quelques procès. Là, dernièrement, il y a eu un procès qui a eu lieu où on est content parce que là, pour le bourreau a pris 20 ans de tôle. Donc c'était bien. Donc nous, on essaye aussi de montrer un peu plus l'implication française dans le génocide du Rwanda. Mais les dossiers sont classés top secret défense et ils ne s'ouvrent pas facilement. Enfin, ils ne s'ouvrent pas tout court en fait. Et ensuite, le troisième, c'est la promotion des biens publics à l'échelle mondiale. Donc sur la scolarité, la santé. Nous, on pense qu'il y a assez de fric dans le monde pour que tout le monde puisse aller à l'école et manger. Le problème, c'est la répartition. Et donc, on essaye de travailler avec ça, avec plusieurs assos partenaires, CCFD,
enfin j'en cite, il y en a plein au SLAM et autres. Donc voilà, on pourra revenir un peu plus sur les actions de survie si ça vous intéresse après. Donc moi je voulais maintenant parler un peu de l'historique de la France-Afrique. Alors, la France est quand même un pays riche, mais elle a toujours été riche, notamment grâce à son empire, mais déjà il y avait le commerce triangulaire qui était quand même pas rien quand on va dans les villes comme Nantes ou Bordeaux, toutes ces belles maisons qui datent du XVIIIe siècle, enfin, ces hôtels particuliers, on sait quand même d'où de richesse, comment ça se fait qu'ils ont été construits aussi bien. Ensuite, mais ce n'est pas le but de rentrer sur le commerce triangulaire et tout ça, je serais quand même Robespierre, qui était quand même le premier homme politique qui a voulu supprimer l'esclavage. Okay, il a guillotiné peut-être beaucoup trop, mais il y a quand même ça qu'on peut lui reconnaître. Et puis il y a aussi les tirailleurs sénégalais qui ont quand même donné beaucoup de sang pour la France, et un tirailleur sénégalais a 8 fois plus de chances de mourir qu'un blanc sur le champ de bataille. En gros, c'était la chair à canon. Et puis, malgré leur engagement, De Gaulle, le jour de la libération de Paris, enfin 3 jours avant la libération de Paris, a démobilisé tous les tirailleurs sénégalais pour pas qu'un noir marche sur les Champs-Élysées, pour pas, comment dire, précipiter le phénomène de décolonisation, quoi, des indépendances. Donc c'était quand même pas très sympa, alors qu'ils étaient quand même bien montés au fond. Mais bon, lui, mai 45, c'était la fête. Ah, mais sauf à Sétif en Algérie, où là, il y avait les débuts de la guerre d'Algérie qui pouvaient commencer. Enfin, c'est toujours difficile de dire une date de début de la guerre, mais là, en tout cas, pendant ce temps dans l'Hexagone, on fêtait, à Sétif, les Algériens qui avaient revendiqué, c'était bien fait amener. Mais bon, donc on arrive dans les années 60, parce que la France-Afrique, finalement, on considère qu'on peut la dater un peu au moment des indépendances, puisque c'est un système qui a été organisé pour succéder à la colonisation. Alors ce qui est marrant, c'est que la France-Afrique, certaines fois on dit qu'elle est... alors en fait, on a gagné quand même quelques batailles sémantiques avec survie, parce qu'avant on disait la France-Afrique, ah non, ça n'existe pas. Après, bon, la France-Afrique, bon, ça existait, mais maintenant c'est terminé. Et puis maintenant, on parle plus de France-Afrique, mais d'Afrique-France. Les sommets avec les chefs d'État, avant c'était les sommets France-Afrique. Bon, c'est une bataille sémantique, mais c'est déjà ça. Et puis maintenant c'est bon, la France-Afrique, oui, mais non, mais enfin c'est pas la France-Afrique, c'est la Chine-Afrique. Et puis l'autre fois, il y a Laurent Fabius qui disait ah non, mais la France-Afrique ça n'existe plus. Non, maintenant on parle de diplomatie économique. Bon, après, est-ce que c'est un synonyme? Chacun trouvera sa définition. Donc dans les années 60, il y a une France qui a un peu la nostalgie de l'Empire et qui ne veut pas perdre son empire colonial, pour plusieurs raisons. Il y a déjà l'accès aux matières premières, donc l'uranium, le pétrole, le bois, le cuivre, les 3 petits points, et il y en a beaucoup. Les sociétés coloniales font des profits colossaux, CFAO et autres, c'est un business, c'est de l'import-export, mais c'est pas rien. Et la peur du terrorisme, non, du communisme, pardon, c'était vraiment un lapsus, c'était une petite blague qui n'a pas très marché. Donc en fait, à l'époque, on parlait toujours de la peur du communisme, maintenant c'est la peur du terrorisme, et on pourra en revenir dessus. Mais là, à l'époque, c'était la peur du communisme, on avait peur que les États tombent dans avec l'URSS, quoi. Donc la France avait un rôle implicite, un peu de gendarme de l'Afrique, au niveau des États-Unis, pour pas que les pays partent avec Moscou. Ça a plutôt bien marché. Parce que quand il y avait un président qui était un peu trop russophile, bon, en général, il durait pas trop. Mais bon, le contexte international fait que les indépendances, il n'y a pas le choix, il faut les donner. Mais alors là, le but de De Gaulle, c'est de donner des indépendances théoriques. Et c'est là que rentre vraiment la mise en place de la France-Afrique, et notamment par le célèbre Jacques Foccart, qui était le bras droit de Gaulle sur les questions africaines. Et donc c'est lui qui est chargé de donner déjà l'indépendance à ceux qui voulaient le moins. Donc le but c'est pas de le donner aux énervés qui veulent vraiment s'émanciper, mais plutôt de le donner aux amis de la France qui vont rester gentiment dans leur but. Donc il y a une espèce de référendum sur la communauté française,
Et il y a Sékou Touré en Guinée qui dit que bah non, lui, ça n'intéresse pas. Et alors là, ah ouais, donc ça t'intéresse pas. Donc quand les Français se sont barrés, ils ont coupé les poteaux téléphoniques, ils ont balancé énormément de faux francs CFA de l'époque, photocopiés pour essayer de faire couler l'économie de la Guinée-Conakry. Enfin, il a eu toutes les misères possibles et imaginables. Bon, beaucoup de tentatives d'attentats à laquelle il a réussi à survivre. Bon, après, le problème, c'est qu'il est devenu un peu parano. Et Sékou Touré, sur la fin, c'était plus un dictateur qu'un modèle à suivre. Mais en tout cas, il a voulu dire non, et la France lui a montré qu'il ne faut pas dire non. Et les autres pays l'ont plutôt bien compris. Alors, quand Jacques Faucard arrive à trouver ses présidents, qui sont quelquefois des anciens militaires français, qui ont servi en Indochine ou en guerre d'Algérie, ou des anciennes personnes qui travaillaient dans les services secrets, comme le Wemba ou Omar Bongo. Donc on met en place plusieurs accords. Il y a les accords militaires. Donc déjà c'est clair, si un pays t'attaque, nous on te protège. Et ces accords finalement, ces accords militaires sont toujours d'actualité plus de 50 ans après. Et c'est toujours un peu à l'interprétation de ces accords. Enfin il y a une interprétation qui est toujours un peu complexe, parce que les guerres souvent en Afrique, c'est pas forcément un pays qui va attaquer un autre pays, mais c'est plus de l'intérieur, aidé par un pays extérieur. Donc l'interprétation et souvent en fonction de la France comme elle le voit, quoi. Donc c'est toujours compliqué, mais en tout cas pour les dictateurs en place, enfin les présidents en place, ça les aidait bien et ça leur donnait une certaine sécurité. Ensuite, il y a les accords policiers, qui sont malheureusement toujours d'actualité, où la France aide les polices locales, et notamment dans la lutte anti-manifestation, dans la répression, parce que pour la France, c'est difficile d'aider un pays si les policiers ils paniquent et mettent une rafale de Kalachnikov, ça se rend mort, c'est quand même plus compliqué. Donc il faut essayer de réussir à contenir les manifestants sans faire trop de morts. Et la France, comme le disait Michel Alliot-Marie, je crois que ça lui a coûté son poste en Tunisie, est plutôt spécialiste dans ces affaires. Et ça existe encore maintenant. Voilà, au Burkina Faso, j'y étais donc il n'y a pas si longtemps. Il y a eu une insurrection populaire, le président s'est fait dégager. La vif, c'était vraiment quelque chose d'assez fort. Et les gaz lacrymaux et tout, c'était fait par l'aide publique française. Enfin, c'était les accords policiers qui étaient mis en œuvre. Et juste avant, je fais une petite parenthèse, je ne vais pas la durer, mais juste avant que la pression montait, le président voulait modifier la Constitution, et les manifestations qui étaient bien chaudes, les États-Unis et la France font un don matériel anti-émeute, une espèce de canon, les camions pompiers, voilà, canons à eau. Bon, c'était super. Mais bon, il a dégagé Blaise Compaoré, on était bien content. Donc ensuite, il y a les accords économiques. Donc on maintient la sécurité au président, mais en échange, on va avoir les matières premières à des prix avantageux. Et ça, on va le voir tout à l'heure avec l'uranium au Niger, ça n'a pas changé. Et ensuite, le franc CFA, qui s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique, et maintenant, ça s'appelle le franc des colonies Voilà, j'ai un truc. De la communauté francophone africaine. Et donc, où il y a 50% du trésor des pays qui est stocké à Paris, la monnaie est floquée en France, dans un petit village, et il y a beaucoup de mouvements de la société civile africaine qui veulent sortir du franc CFA, et des économistes de renom qui trouvent aussi que c'est un scandale. Bon, je pourrais en parler du franc CFA, mais ça risque de prendre un peu de temps. Eh ben tiens, j'ai ma transition tout trouvée, là, je vais bien bosser celle-là. Sur Sylvinus Olympio, en 1960 et quelques, c'est une anecdote un peu croustillante. Donc ce président du Togo a eu le malheur de vouloir sortir du franc CFA. Un crime de lèse-majesté à l'époque de Faucard. Et donc c'était prévu qu'il se fasse... il y avait un commando qui était parti l'exécuter. Et bon, en fait, il arrive, il les voit, il arrive un peu à se cacher, et donc la nuit tombe, il arrive avec la pénombre à se dissimuler. Malheureusement, au petit matin, il se fait voir par le commando qui était venu tuer, notamment Ayadema Père, qui est resté 37 ans au pouvoir. Et donc, bon, il se prend une rafale, il est mort. Mais ce qui est un peu rigolo là-dedans, c'est que
sur France Inter à l'époque, la radio française l'avait déjà dit mort, alors qu'avec le décalage horaire et je sais pas quoi, il n'avait toujours pas reçu la rafale de balles qu'il avait tué, quoi. Donc il était encore caché à ce moment-là, on l'annonçait déjà mort. Enfin, ça montrait bien à quel point le commanditaire français était bien au courant. Donc maintenant, je vais parler un peu plus du Niger et faire déjà Niger, c'est important parce que là, on a, enfin, je sais pas si vous êtes chez Enercop, mais sinon, il y a une ampoule sur 3, l'uranium vient du Niger, quoi, en France. Donc c'est quand même un pays assez stratégique pour la France, et en même temps, c'est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Donc au moment des indépendances, bon, surtout le Niger avait vraiment son administration. Il y a eu les indépendances, mais il y avait toujours des consultants techniques qui restaient en place dans les ministères et qui continuaient à organiser la chose, quoi. Donc tu as un certain prolongement de la colonisation. Bon, à la limite, ça pouvait se comprendre, mais le but, c'est d'arrêter que ça se dilue rapidement. Et au Niger, c'était pas trop le cas. Au contraire, il y avait la coopération française, Mafia Corse, qui était à fond derrière. Donc, en 58, quand il y a le référendum pour rentrer dans la communauté française, il y avait notamment un agitateur, Bakary Djibo, qui, lui, était contre, un peu dans la lignée de Sékou Touré et d'autres. Alors lui, bon, rapidement, il avait été un peu écarté, et c'est Ahmed Diori qui monte. Ahmed Diori, c'était plutôt un francophile, c'était pas un communiste, c'était pas un énervé. Et puis bon, les années passent, et il commence à taper un peu trop dans la caisse, il n'est pas aimé de son peuple, il négocie très très mal les accords d'uranium. Enfin, toujours, en tout cas en faveur de la France, c'était parfait. Et puis vient le premier choc pétrolier, et il a une idée qui est pas conne du tout. Il dit le prix du gaz est indexé sur le prix du baril de pétrole. Pourquoi on n'indexerait pas le prix de l'uranium sur le prix du baril de pétrole? Ce qui se tient, quoi. Enfin, en tout cas, c'est discutable. Lui, il a plutôt beaucoup discuté parce que 2 semaines après, il y a un putsch militaire, la mer renversée, et Séni Koutché, un ancien militaire qui avait été formé en France et très francophile, lui avait pris la place, qui est beaucoup plus accommodant. Alors lui, il était hors de question de renégocier l'uranium avec la France. Bon, donc il fait ses années au pouvoir en se servant allègrement dans les caisses de l'État, et il meurt à Paris. Ce qui est marrant, c'est que souvent les présidents africains, ils investissent très peu dans les infrastructures sanitaires, hospitalières de leur pays, enfin, pour X raisons, mais quand il faut aller se faire soigner, ils se font soigner en France. Et lui, il est mort en France, comme bien fait. Et puis en 1987, Ali Saïbou, qui était son ancien chef d'état-major, donc il prend la place après Séni Koutché, et puis il organise des élections libres. Et là, en 1996, nouveau putsch de IBM, Ibrahim Barré Maïna Sarraf, on dit souvent général Barré, ça marche bien. Et donc lui, il fait un putsch, et au début il dit qu'il va rendre le pouvoir aux civils, puis finalement il dit non, je vais rester. Et alors le problème, c'est qu'il fait des élections. Alors là, il y avait quand même la France qui était là pour aider, avec plein de barbouzes experts en élections. Donc ça marche dans beaucoup de pays d'Afrique, mais maintenant c'est quand même un peu plus mieux caché, camouflé. Mais les centralisations des votes au Togo, ça se faisait à l'ambassade de France. On ne s'embêtait pas trop à l'époque. Maintenant, il faut quand même un vernis démocratique un peu plus fort, même si on l'a vu dernièrement au Gabon. Le vernis démocratique, il était pas très visible. Donc bref, il se présente, et a priori, il est, les premières estimations le donnent 3e. Donc là, les militaires, avec l'appui de la France, bloquent la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et centralisent les urnes. Et hop, il est élu à 52% des voix au premier tour, tout va bien. Donc là, c'est pour montrer vraiment l'implication française qui est très très marquée. Mais le problème, c'est que, alors lui, pour le coup, il se sert vraiment allègrement dans les poches de l'État, dans les caisses de l'État, et il y a une tension sociale assez forte, le fruit est mûr un peu, si on peut dire. Et en 99, il y a le putsch de Wanké, et le général Barré est abattu, et ce militaire, lui, respecte sa parole, et organise des élections libres et transparentes. Et en 1999, donc juste après, il y a une élection et Mamadou Tandja est élu et réélu en 2004.
Puis les relations sont plutôt fixes. Lui, il a bien compris que s'il faut durer, il ne faut pas trop emmerder Areva sur les questions d'uranium, donc il laisse des prix dérisoires. Enfin, on a la rébellion Touareg qui est un peu instrumentalisée par la France pour déstabiliser, pour en gros, bon, bah, déjà, si tu vas trop travailler avec les Chinois, nous, on va aussi t'embêter avec les Touaregs et tu vas avoir une insécurité dans ton pays. Donc finalement, tout rentre dans l'ordre et il baisse un peu ses prétentions sur l'uranium. Mais bon, malgré tout, en plus, il modifie la Constitution pour se représenter, alors qu'il a dit qu'il ne le ferait pas. Mais le peuple voulait absolument qu'il reprenne, qu'il continue. Donc, il avait cédé à son peuple et avait accepté de continuer très gentiment. Mais en février 2010, un coup d'État, avec une implication française manifeste, l'a destitué. Et là, les putschistes ont redonné le pouvoir aux civils. Et en 2011, c'est le président Issoufou, qui est toujours président du reste du Niger. Alors lui, c'est un ancien d'Areva, donc il n'est pas trop méchant, ça va. Il n'a pas des revendications très ambitieuses. Bon, alors, ok, il demande un peu plus qu'avant, mais c'est aussi un peu dans l'air du temps, même si après Fukushima, le prix de l'uranium s'est un peu cassé la gueule. Mais c'est pas un énervé. Et il y a une grosse contestation sociale au Niger. J'ai eu l'occasion d'y aller aussi plusieurs fois. Et donc les associations, la société civile veut s'impliquer aussi dans les négociations, dans les tables rondes. Je lui dis non, moi en tant qu'ancien d'Areva, je connais la boutique, je vais pouvoir tirer le meilleur profit. Et résultat d'affaires, ça reste toujours très occulte, que ce soit en France ou au Niger. Donc voilà, c'était un petit focus sur la France-Afrique et concrètement dans un pays, comment ça se découle. Bon, après, la petite démonstration que là j'ai faite sur le Niger, on pourrait la refaire sur de nombreux pays, malheureusement. Mais maintenant, je voulais essayer de partager un petit peu mon temps sur la France-Afrique, mais aussi un peu sur l'aide, la notion de l'aide. Et en plus, j'ai trop parlé, donc il va falloir que j'accélère un peu, mais ça va aller. Donc, la notion de l'aide. Bon, l'aide, c'est quand même un outil de pouvoir. Quand on dit on coupe pas la main qui donne du pain, c'est pas par hasard. Donc, historiquement, dans toutes les sociétés, au Moyen-Âge, en Afrique, ou on ne sait où, il y a toujours eu les riches qui sont un peu occupés des plus pauvres. Mais la première création d'un lien caritatif international, ça je le trouve assez rigolo, c'est en 1820, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent. C'était une collecte d'argent des familles riches françaises pour aider la Grèce contre l'Empire ottoman. Donc c'est assez rigolo parce qu'à peu près 200 ans plus tard, on n'aide pas vraiment la Grèce et on file pas mal de fric à Erdogan. Et alors que finalement, il y a 200 ans, c'était la première fois et c'était vraiment, c'était plutôt l'opposé. Bon, après, en 1920, il y a l'apparition de la Croix-Rouge en tant que à Dakar, en tant que comité local des associations des Dames de France. Donc, puis après, ça s'était fusionné avec le berceau africain, encouragé par l'administration coloniale. C'était un peu les femmes blanches qui faisaient un peu les bonnes œuvres pour les Africains, sans en plus cibler les pauvres. C'était vraiment pour la population africaine, sans vraiment un ciblage. Enfin, comme dans toutes les sociétés, il y a toujours les riches et les pauvres, en Afrique aussi. Mais il y a une représentation française toujours de croire que tout le monde est pareil en Afrique, tout le monde est pauvre. Non, il y a des disparités aussi. Bon, en fait, ça a coïncidé aussi un peu avec le début de la colonisation, plus ou moins début. Il y avait une grosse morbidité. Par exemple, en Oubangui-Chari, c'est l'ancienne Centrafrique. Donc, où il y avait eu un tiers de la population qui était morte en 20 ans entre 1880